Bonjour Julie, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez. Oui, Oui, c'est bon. Merci Julie. Merci de nous laisser partager avec vous les travaux de l'équipe du Commissariat général au développement durable, les travaux qui ont été lancés suite à la loi biodiversité sur les mesures de la séquence éviter, réduire, compenser. Voilà. On va vous montrer un petit peu où on en est. Vous allez voir, enfin, je ne suis pas la personne la plus légitime pour vous présenter ces travaux. J'ai rejoint cette équipe au CGDD en septembre dernier. Mes collègues ne pouvaient pas participer aujourd'hui, donc je vais essayer de vous transmettre les bonnes informations avec le bon vocabulaire et la manière dont ça a été vu et mené depuis 2016 au sein de l'équipe, sachant qu'on est une équipe qui est assez particulière en administration centrale, c'est qu'on fait à la fois de l'instruction, on est autorité environnementale pour le compte de la ministre en charge de l'écologie, et on fait de l'animation de service assez classique. On produit des guides et on aide nos collègues à essayer d'améliorer leurs pratiques. Les bases de données, globalement, on ne connaît pas. Ça n'est absolument pas de notre métier quotidien, même si au CGDD, on est adossé à des personnes qui font des inventaires sur les données de la nature, de l'environnement au quotidien, hein, qui sont principalement basés à Orléans pour nos collègues, mais ce n'est pas dans notre culture. Enfin, c'est pas dans notre culture, et donc du coup, on a mené ce projet avec ce qu'on pensait, enfin avec les connaissances qu'on avait, et puis ce qu'on pensait être nécessaire pour aller jusqu'au bout. Alors, bien sûr, ça ne marche pas. Alors, pour vous, ça ne change pas d'image. oui, en effet, ça ne D'accord. change pas. Alors, je reviens. Je reviens. Est-ce que ça change? C'est bon. Donc, du coup, je reviens à la page. Application. Alors, bon, c'est la première fois que on n'utilise pas Zoom au quotidien. Bon, ça ne marche pas. Je ne sais pas, je vais m'arranger. Loi biodiversité 2016, nos parlementaires inscrivent dans la loi que les mesures compensatoires par rapport aux atteintes à la biodiversité doivent être géolocalisées et décrites dans un système d'information national, géographique, accessible au public. Voilà. Donc ça, c'est la base légale de nos travaux. Sur lequel voilà, il était précisé que c'était les maîtres d'ouvrage qui fournissaient ces données. Voilà. Donc, du coup, c'est les règles du jeu qui nous ont été données. Donc, depuis 2016, on a déployé un outil qui s'appelle GeoMCE, qui permet principalement d'accompagner les services de l'État pour mener à leur terme leurs instructions pour éviter que des mesures compensatoires soient proposées les unes sur les autres, et puis pour les suivre sur le temps. Voilà. Donc ça c'est des choses qui sont inscrites. Ça a été repris dans le plan biodiversité 2018 avec une nouvelle orientation sur le suivi et la mise en œuvre de ces mesures compensatoires. Donc on est déjà un petit peu plus loin. Aujourd'hui, en 2021, les informations sont disponibles sur le géoportail. Si vous y allez, dans la partie environnement, vous avez une couche mesures compensatoires avec des informations qui, tous les mois, sont synchronisées avec la base de données. Donc, du coup, on a répondu à la demande des parlementaires de 2016. Alors, ça va être un peu compliqué. S'il y a quelqu'un qui sait faire pour passer d'une diapo à l'autre, je ne sais pas. Oui, en mode diaporama. Ouais, ça n'a pas l'air de bien marcher. Bon. L'ambition initiale, c'était les mesures compensatoires des atteintes à la biodiversité. C'est vrai qu'on s'est dit que c'était un petit peu réducteur. Donc, du coup, on est passé de juste les mesures de biodiversité à toutes les mesures aux atteintes de l'environnement, et des mesures compensatoires à toutes les mesures de la séquence ERC. Donc, du coup, le périmètre initial a été vraiment étendu entre l'ambition législative et le travail qui a été mené par mes collègues depuis 2016. Donc pour ça, on a retenu tous les projets. Donc on est sur une base de projets. C'est la base des travaux de l'évaluation environnementale, qui sont notre quotidien. Donc on a aussi un petit biais dessus.
Et on s'est basé sur les arrêtés de prescription de nos collègues en charge de la police administrative, donc toutes les mesures qui sont prescrites dans des arrêtés principalement préfectoraux, mais pas que, ou qui sont prévues dans les dossiers de demande d'autorisation portés par les maîtres d'ouvrage. Donc, il y a un certain nombre de procédures qui peuvent porter toutes ces mesures, les mesures d'autorisation ICPE, IOTA, les dérogations espèces pro, les déclarations d'utilité publique, enfin, toutes celles qui sont citées. Donc, un périmètre très large sur des mesures qui sont finalement très larges. L'évitement, la réduction, la compensation, c'est quelque chose de très large. Alors, on va recommencer. Ça va être très long. Je suis navré. Je suis navré. Pour ça, il a fallu utiliser ce qu'on avait. C'est-à-dire, il a fallu déjà commencer par le b.a.-ba, c'est-à-dire expliciter les termes. Donc, on est parti d'un travail qui a été mené en 2018 sur un guide d'interprétation des mesures ERC, donc qui portait principalement sur le milieu naturel, où on a défini ce qu'était l'évitement, la réduction, la compensation, les mesures d'accompagnement, et puis un certain nombre de mesures avaient été proposées, et de ce travail étaient proposées les premières bases d'un référentiel. C'est toujours le référentiel qu'on utilise aujourd'hui. Il a été construit par des spécialistes autour de nous, mais sans gouvernance officielle, transparente, vraiment posée dessus. Et on avait besoin de ce travail parce que la frontière entre l'évitement et la réduction, des fois, ce n'est pas très clair. Entre la réduction et la compensation, ça ne l'est pas. Alors, les mesures d'accompagnement, même depuis ce guide de 2018, on le voit dans les avis d'autorité environnementale, c'est des notions qui ne sont pas forcément encore bien comprises par les porteurs de projets. Donc, ces termes ont été explicités, même si des fois, il y a toujours possibilité de passer de l'un à l'autre, mais ce n'est pas forcément très grave. Sur ce référentiel, depuis 2018, on essaie de l'étendre au milieu marin. Donc, c'est un travail qui a été lancé sur lequel on n'a pas encore atterri, sur l'air, sur le climat, donc sur des choses sur lesquelles on essaie de l'étendre, de manière à essayer de pouvoir prendre tous les effets sur tous les compartiments environnementaux. Et aujourd'hui, on a des difficultés parce qu'on est parti sur un travail milieu naturel, donc qui était plutôt basé sur des travaux historiques, sur lesquels on était rentré dans un détail très précis. Et aujourd'hui, parce qu'on n'a pas forcément le même recul sur les autres milieux, on a du mal à se raccrocher, à retrouver les mêmes besoins de catégorie. Donc, il y a des débats. Et tout ça a été mené en fait sur 4 communautés différentes d'experts, milieu naturel au départ, air, climat, milieu marin, sans qu'il y ait de la perméabilité entre ces communautés de travail. Et donc, du coup, aujourd'hui, notre challenge, c'est d'arriver à faire un référentiel et pas 4 référentiels. Donc, du coup, on continue à travailler. Donc, c'est pour ça que ça fait une petite année qu'on est un petit peu en stand-by, parce qu'on a des difficultés vraiment à atterrir. Donc, du coup, une fois qu'on a eu donc cette première base, on a défini des consignes de saisie, parce qu'on est sur des nouveaux objets qui n'étaient pas jusque-là bancarisés ou systématiquement par nos collègues. Et donc, il a fallu définir des moyens de récupérer cette donnée, parce que voilà, cette donnée, elle vient de plusieurs types de procédures, sur des choses sur lesquelles on ne demandait pas forcément. Donc, on a défini donc, des consignes de saisie pour les bureaux d'études et les services instructeurs. Et pour essayer de rentrer dans des démarches, dites-le nous une fois, on travaille sur des fichiers gabarits à proposer aux différents bureaux d'études, de manière à ce qu'ils puissent le remplir une fois, et puis via des téléservices, nous les transmettre, de manière à ce que ça arrive directement au bon format, au bon endroit, sur la bonne base de données à la fin. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Alors, tout ça visait un principe, dites-le nous une fois, donc on essaie de se raccrocher au SI métier existant. Donc, je vous disais, on est parti sur de la connaissance des mesures compensatoires, impact sur la biodiversité. Donc, dérogation espèces protégées, c'était la première chose sur laquelle il était vraiment évident de faire une connexion. Donc, avec ONAGRE, on a
C'est la première interconnexion qui a été réalisée. Et progressivement, parce qu'on nous a demandé aussi de suivre, de suivre le suivi, la mise en œuvre de ces mesures, on a été se connecter sur les SI de type Cascade et bientôt Licorne. Voilà, donc on a essayé de travailler et on avait au sein du ministère en charge de l'écologie un gros travail qui est le guichet unique GUN qui est en train d'être, qui est depuis décembre dernier mis en production, qui va permettre dorénavant à tous les porteurs de projets de déposer leur demande d'autorisation environnementale en ligne avec tout ce qu'il y a derrière. Donc tout ça, on a pu intégrer ce gros chantier dès le début et sur lequel il a fallu apprendre à se connaître, même si on est à quelques étages dans la tour Sequoia à la Défense, il a quand même fallu apprendre à se connaître et montrer qu'on était sur des objets certes différents, mais pas forcément totalement imperméables. Donc, on est en train de terminer cette connexion avec Gun, mais des difficultés pendant l'année 2020 pour essayer de se raccrocher. Donc ça, c'est les premières interconnexions les plus simples finalement qu'on a été en capacité de faire, mais on se doute que l'on n'a pas capté tout le potentiel sur ces mesures ERC. Donc aujourd'hui, notre challenge, c'est d'arriver à identifier les autres systèmes métiers. Donc on pense à tous ceux qui vont porter les documents d'urbanisme, les AC, les permis de construire et autres, qui sont des gros prescripteurs de mesures d'évitement, de réduction et de compensation. Donc ça, c'est un gros sujet pour nous sur lequel c'est-à-dire, on ne se connaît pas. Autant les premiers métiers, on les connaît. Hein, je veux dire, on est tous dans l'équipe issue de ces communautés de travail. Autant sur les autres, on ne se connaît pas encore et on a un gros travail à faire avec eux. Je suis vraiment. Ouais. Alors aujourd'hui, je vous disais, le travail, on est en capacité de répondre à la demande. Vous allez sur le géoportail, je vous disais, vous êtes en capacité de récupérer ces informations. Donc ça, c'est pour le grand public. Si vous allez sur le site du CEREMA, vous avez accès aux données. Alors, ce n'est pas les données brutes, c'est des données qui sont anonymisées, sur lesquelles on ne fait pas apparaître les noms d'espèces, mais sur lesquelles vous trouverez un descriptif des projets qui portent ces mesures de compensation. Vous trouverez quand même un certain nombre d'informations. Voilà. Ça, c'est des choses qui sont facilement accessibles. On utilise la classification des mesures ERC telles qu'on l'a définie au départ. Ça, c'est ce que vous pouvez récupérer. Donc, je disais, le début, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on récupère? On a commencé l'année dernière à regarder ce qu'on avait dans notre base de données. Alors, on s'aperçoit, on a fait un gros travail de récupération de l'historique dans les services déconcentrés, donc principalement les mesures portées par les dérogations espèces protégées. On voit un gros boom depuis 2012 sur les mesures compensatoires. Donc, ça veut dire que tout ce qui a été fait sur la nécessité de compenser les effets sur la biodiversité, ça commence à être vraiment pris en compte. Donc voilà, un gros boom depuis 2012. On a encore une hétérogénéité dans les services. Hein. J'ai caché les régions, normalement, vous ne voyez pas, mais en bas, le diagramme en bas, c'est le nombre de mesures par grande région, enfin région administrative. Vous voyez que les ordres de grandeur ne sont pas forcément les mêmes partout. Donc, on travaille auprès de nos collègues pour les inciter à renseigner de manière le plus précise possible, le plus régulièrement possible, toutes ces mesures dans le système d'information. Aujourd'hui, enfin, il y a un an, parce qu'une stagiaire, Salomé, a travaillé pour nous au printemps dernier. Il y avait à peu près 4600 mesures compensatoires en jaune qui étaient renseignées dans le système d'information, ce qui était porté par à peu près 1400 projets. Voilà, donc, trois mesures compensatoires par projet à peu près en moyenne. Ça fait 42 000 hectares de mesures compensatoires. On a pris comme objet des surfaces. C'est un système d'information. C'est très porté par des grands projets. En fait, la médiane, elle est à 0,7 hectares. La moyenne, elle est à 11 hectares. Et on a un maximum à 1800 hectares pour 42 000 hectares complets. Donc, principalement, on a les gros projets d'infrastructures linéaires, les LGV, les routes, les autoroutes, qui alimentent aujourd'hui le système d'information.
Donc, on a un gros challenge, c'est d'aller chercher les autres projets, hein, ceux qui sont plus sommaires, sur lesquels on a peut-être plus de difficultés aujourd'hui à décrire ces mesures. Donc, c'est pour ça on disait on travaille beaucoup sur la méthode, les fichiers gabarits et puis tout ce qui va être notice pour pouvoir aider à mieux décrire toutes ces mesures compensatoires. Donc aujourd'hui, pardon Julie. Ouais, 2 minutes à peu près. Oui, mais j'ai bientôt fini. Je crois que c'est l'avant-dernière. Juste aujourd'hui, voilà, dans ce qu'on met à disposition aujourd'hui, donc j'ai un nombre, j'ai des choses. Ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est si les mesures ont été mises en œuvre. Ça, c'est un gros challenge. Salomé, dans son stage, avait pris 200 mesures compensatoires au hasard, totalement. Et sur ces 200 mesures compensatoires, il y avait une partie non négligeable de mesures qui étaient soit mal mises en œuvre, c'est-à-dire qu'entre l'engagement au départ et ce qui avait été fait, il y avait une différence, soit ça n'avait pas du tout été mis en jeu. Et c'est vrai que du coup, on ne sait pas aujourd'hui identifier les projets abandonnés. Donc ça, ça fait partie de ces choses sur lesquelles on doit travailler dorénavant. Et alors, du coup, pour conclure, tac, du coup, je me trompe de bouton. Pardon. Tac. Pour conclure, aujourd'hui, nos grands enjeux, donc, c'est identifier les producteurs potentiels. On s'aperçoit que parce qu'on a fait un choix de passer de la biodive à toutes les thématiques environnementales, des mesures compensatoires à toutes les mesures d'évitement, réduction et compensation, eh bien, ça veut dire qu'on est obligé d'aller largement au-delà de juste les dérogations espèces pro. Donc, on a besoin d'identifier tous les producteurs potentiels. On a besoin de poursuivre l'explicitation des termes. Aujourd'hui, on est challengé sur des compensations agricoles, forestières, où on nous demande pourquoi on ne les intègre pas. On se pose la question sur l'artificialisation des sols et la désartificialisation qui peut y avoir à côté. On se pose beaucoup de questions sur l'évitement. Ça, c'est sur le vocabulaire, c'est sur le périmètre. On s'interroge sur comment faire vivre notre référentiel. On a travaillé un référentiel avec quelques experts. On a des difficultés aujourd'hui à l'étendre à d'autres thématiques environnementales. Et à côté, on a à penser à comment on le fait vivre, ce référentiel, comment on peut récupérer des idées, des besoins d'utilisateurs potentiels de manière à l'enrichir, à le corriger. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on doit travailler. La qualité de la donnée, tant en quantité qu'en qualité, on s'interroge beaucoup. Hein. On a eu la confirmation par le stage qui a été réalisé l'année dernière, mais on sait qu'on a un gros travail dessus. On a une organisation de la production qui a clarifié. Au début, on est parti où c'était les services de l'État, les services instructeurs qui renseignaient. Progressivement, on est passé sur une attente des bureaux d'études. La loi précisait que c'était les maîtres d'ouvrage qui devaient renseigner ce système d'information. Donc aujourd'hui, on attend beaucoup des bureaux d'études de manière à ce que dans leur demande d'autorisation, ils puissent déposer les propositions de mesures compensatoires et puis finalement ce qui aura été retenu in fine par l'autorité en charge de l'autorisation. On a des difficultés entre deux logiques également, entre la logique de projet et les logiques de procédure. C'est-à-dire qu'un même projet va pouvoir être vu plusieurs fois et on a besoin d'éviter les doublons. Donc, on a besoin de travailler là-dessus. Et on a des questions sur les données, l'anonymisation, la protection des espèces à enjeu, où on a pu faire des choix jusque-là parce qu'on s'était dit qu'on n'avait pas forcément de besoin de faire savoir qu'à un endroit, telle ou telle espèce était présente. Mais cette réflexion, on ne l'a pas menée avec d'autres. On l'a menée dans notre coin et on s'est dit, on va restreindre dans la diffusion des données, mais on ne l'a pas partagé. Les aspects juridiques aussi. Hein, on a beau être un service du ministère en charge de l'écologie, nous ne sommes pas des spécialistes de la donnée et du droit en matière de diffusion. On a des personnes qui sont en capacité de le faire à côté de nous, mais voilà, je le dis, voilà, on n'a pas fait ce travail jusque-là avec eux, et donc on a des difficultés. Donc, je vous disais que les données sont disponibles sur le géoportail ou sur le site du CEREMA, mais sur le site du CIRMA, ce ne sont pas des données brutes. Ce sont des données qui ont été retravaillées par nos collègues avant la mise en diffusion. Voilà ce que j'avais prévu de vous dire. Je suis un petit peu embêté par le problème technologique, mais voilà.
Bon, bah, je pense que ça n'a pas impacté pour la présentation qui était claire. Est-ce que nous avons des réactions? Donc, on a à peu près 10 minutes pour des réactions. Des questions? Je vous laisse le temps, hein. Soit vous pouvez poser dans le chat ou sinon lever la main pour vous exprimer directement. En tout cas, moi là, j'avais justement pour rebondir par rapport à l'anonymisation des espèces. En effet, il y a des travaux qui ont été faits dans le cadre du SINP, du SIB et même de l'inter-SI fédérateur, donc avec le système d'information sur l'eau et sur les milieux aquatiques et les milieux marins, où justement il y a, alors c'est sur les données sensibles. Et donc, je pense que ça serait peut-être intéressant de se rapprocher donc, de ces travaux qui ont été faits dans le cadre du SINP pour voir justement quelles données est diffusable suivant l'espèce qui est géolocalisée, mais aussi justement sa période d'observation. Voilà, est-ce que c'est un site de nidification? Est-ce que c'était juste un animal de passage? Donc, je pense que déjà une réaction comme ça serait intéressant peut-être de vous rapprocher de ces travaux. Donc, bon, dans les difficultés moi, que j'ai vues en arrivant dans l'équipe, 5 ans après le début, c'est vraiment l'ambition. C'est qu'on est parti de quelque chose qui était bien cerné, compensation et biodiversité. Et le fait d'avoir voulu ouvrir très rapidement à plein de thématiques fait qu'aujourd'hui, on est un peu parti dans tous les sens. Et je pense que c'est une difficulté. On ne va pas revenir sur ce choix parce que le choix, il est en cohérence avec le travail porté par le bureau. Mais c'est vrai qu'au quotidien, c'est devenu compliqué. C'est devenu compliqué pour essayer d'avoir des choses homogènes. On l'a fait principalement entre nous. Même je ne suis pas en capacité d'identifier entre les noms des personnes qui sont autour. Là, si certains ont participé à nos travaux, mais c'est vrai que le fait d'avoir construit ça entre nous par des ingénieurs sans aucune connaissance de ce qu'est un référentiel de base de données, des potentielles connexions, a fait qu'aujourd'hui, on a des difficultés. Juste sur l'anonymisation, aujourd'hui, en fait, on a beaucoup de choses, c'est du texte, en fait. On n'a pas forcément fait penser de liens avec des référentiels, par exemple d'espèces, choses comme ça. Et ça fait partie des difficultés. Et je pense que il faut qu'on arrive à reprendre un certain nombre de choses pour que ça soit réutilisable par tous. Mais, donc Ah oui, on attend beaucoup en fait d'avoir des petits conseils. Julie, on s'est croisés, je viens du domaine de l'eau, et en fait, quand j'étais du côté de l'eau, j'avais l'impression que c'était très simple en fait. Et là, je me dis, mince, dans quel monde sommes-nous arrivés où il faut qu'on invente, en fait, il faut éviter qu'on invente, mais il faut qu'on arrive à se reposer les bonnes questions au bon moment pour éviter d'arriver à pas des impasses, parce qu'on n'est pas dans une impasse, mais on se dit qu'au bout de 4 ans, on a quand même du travail pour essayer de se remettre dans un bon chemin. Oui, et là, en effet, le SIB, je pense, pourra beaucoup aider, beaucoup de retours d'expérience. Alors, je crois, Monsieur Mathieu, oui, vous pouvez, Fondin, c'est ça? Voilà, si vous voulez poser votre question. Ah, on ne vous entend pas. Alors, du coup, je vois qu'il y a une question qui est posée sur les données qui sont mises à disposition sur le CEREMA. En fait, c'est les données de mémoire. C'est à vérifier, mais les données qui sont mises à disposition sur le site du CEREMA sont celles qui servent à produire la couche du géoportail. Donc, à mon avis, ce sont exactement les mêmes données, exactement les mêmes données. Et c'est vrai que se pose la question, par exemple, de développer des conventions de mise à disposition de données beaucoup plus précises. On l'a envisagé avec
Brian Padilla. C'est des choses sur lesquelles aujourd'hui on ne s'est pas posé la question. Mais je pense qu'assez facilement, on devrait pouvoir donner des satisfactions à ce type de demande. Après, c'est vrai que c'est pour ça qu'on se pose ces questions d'anonymisation et de droit, à savoir jusqu'où on doit aller, parce qu'en fait, notre service n'est pas en capacité de suivre au jour le jour des demandes de mise à disposition de données. On ne veut absolument pas rentrer là-dedans. C'est vrai que tout ce qui pourrait être mis à disposition plus facilement, pour nous, ce serait beaucoup plus facile. Sinon, bien évidemment, oui, je vois les questions qui sont posées. C'est vrai que je n'ai pas été clair tout à l'heure. C'est vraiment l'obligation de la loi pour les maîtres d'ouvrage de renseigner le système d'information. Oui, elle est que sur la compensation et que sur la compensation des effets à la biodiversité. Après, c'est vrai que c'est le travail qu'on a voulu étendre qui porte sur le reste. Mais oui, vous avez tout à fait raison, Monsieur Roy. Et du coup, on avait une autre question par Anne Soutière sur le géoportail, le nombre de mesures qui est référencé, qui semble petit. Est-ce qu'il y a une récupération des données historiques qui est prévue? Eh ben, on a récupéré tout ce qui normalement était bancarisé, notamment en matière de dérogation espèces protégées dans toutes les régions aujourd'hui. Donc, je ne peux qu'être de votre avis. Le nombre de mesures compensatoires est faible. C'est parce qu'en fait, jusqu'à présent, enfin jusque-là, elle n'était pas systématiquement bancarisée dans tel ou tel système. Donc, ça n'y était pas. Donc, aujourd'hui, c'est prévu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne souhaite plus que les services instructeurs oublient de les bancariser. Après, aller rouvrir arrêté par arrêté, c'est un chantier qu'on ne fera pas. On a récupéré toutes les bases de données existantes. Je crois que la dernière région devait être Bourgogne-Franche-Comté l'année dernière. Mais normalement, à ma connaissance, le chantier de récupération a été fini. Après, voilà, il y aura autre chose. Après, derrière le terme de mesure compensatoire, entre une mesure compensatoire d'il y a 10 ans et une mesure compensatoire d'aujourd'hui, on a aussi de grandes différences. En termes de termes, il y a des choses sur lesquelles, même si on a posé des définitions en 2018, on sait que les appréciations n'étaient pas les mêmes. Et donc, du coup, en termes de comparaison, c'est difficile. D'accord. Et on a une question de Mathieu Fondin. Je suis désolée pour le micro. Oui, en effet, on n'a pas réussi à le remettre. Et c'était sur les premiers retours sur la mise au gabarit, donc au standard. Alors là, c'était une question, oui, les maîtrises d'ouvrage, donc côté métier, ils sont plutôt demandeurs. Mais bien sûr, les prestataires, eux, ils vont le facturer. Donc, est-ce qu'il a été pensé pour qu'il soit facilement utilisable? Quel temps moyen pour la mise au gabarit? Alors, donc, du coup, j'ai des difficultés pour répondre. Ma difficulté va venir du fait que ça vient de notre organisation. Je disais, notre organisation est très centrée autour de l'administration sans qu'on ait forcément développé d'instances de gouvernance ouvertes avec des maîtres d'ouvrage, avec des bureaux d'études, avec des experts. On réfléchit à poser ce genre d'instance. Et donc, du coup, ce fichier gabarit, il a été défini par le pour nous, par le CEREMA de mémoire. Et il a été mis à disposition. Il a dû être testé avec quelques bureaux d'études, mais on n'a pas discuté du niveau de détail, de l'acceptation, choses comme ça, avec maître d'ouvrage et maître d'œuvre. Donc, du coup, là, je ne peux pas répondre parce que je ne sais pas. Je n'ai pas de retour. Nous n'avons pas de retour. Nous n'avons pas organisé les retours de ces maîtres d'ouvrage et de ces bureaux d'études vers nous pour nous donner ce type d'informations. Mais c'est des choses que l'on souhaite en fait. Et d'ailleurs, là, ce standard, il est depuis combien d'années? Du coup, c'était pas... Le standard, c'est très récent en fait. Très Il a, récent. il a été développé, alors je vais sans dire de bêtises, mais il a été développé en parallèle du développement de Gun, de manière à pouvoir accompagner en fait, parce que Gun, le guichet unique numérique qui permet de faire les demandes d'autorisation environnementale, a été pensé en fait autour d'une déclaration totalement
informatique. Enfin, je veux dire, et donc, du coup, c'est dans ce cadre-là qu'on a commencé à faire ce genre de choses. C'est comme ça, donc c'est très récent en fait. Hein, et je crois qu'on l'a même, enfin, il n'a pas été encore testé jusqu'au bout en fait le fichier gabarit parce que le portail de télédéclaration pour les premières autorisations environnementales a été mis en production en décembre. Et en fait, le fichier gabarit n'interviendra qu'à la fin du processus d'autorisation. Donc, il sera déposé que pratiquement un an après. Donc, pour l'instant, je ne pense pas qu'il ait été testé jusqu'au bout, en fait. Et Donc, on a besoin de faire des formations aussi, hein, pour ça. Et du coup, ce standard, donc il y a la question, que ce soit le rapport de stage ou le document du standard, est-ce qu'ils sont disponibles en ligne? Le standard, il est disponible en ligne, ça, c'est oui. Le rapport de notre stagiaire, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on l'ait diffusé, mis à disposition. C'était un premier travail. Non, je ne crois pas. Et je ne crois pas qu'on lui ait posé la question pour la diffusion. On pourra peut-être redonner du coup le lien, soit dans le chat, soit dans... Enfin, me le passer pour que je le mette dans la petite conclusion, pour qu'on ait le lien vers les ressources. Les ressources, oui. Voilà, je pense qu'on va arrêter là. Alors, il y a une dernière question, peut-être quelques cas concrets espérés dans le croisement d'Ocurba. Quelques cas concrets, du coup, quelques cas. Je ne suis pas sûr de bien cerner la question, mais en fait, on a beaucoup de choses enfin, aujourd'hui, les permis de construire peuvent porter des mesures compensatoires. Il y a de la théorie, il y a très peu de permis de construire qui les portent. On a beaucoup de choses aujourd'hui qui se concrétisent vraiment, enfin pour même des grands projets portés par des établissements publics de l'État. On a des études d'impact initiales qui sont relativement vides par moment. Et c'est sur ce dernier document du permis de construire qu'on va voir les mesures les plus intéressantes. Donc oui, on en a besoin. On l'a vu sur des prisons il n'y a pas longtemps. Donc, on espère bien récupérer ces infos, mais se pose la question de comment on fait pour se connecter aux 36 000 communes françaises qui vont suivre tout ça. C'est de l'acceptabilité du maître d'ouvrage du projet, de son bureau d'études et aussi de tous les services instructeurs. Je vous dis, on a été vraiment sur les procédures les plus simples pour nous, celles sur lesquelles on a la main. C'est pour ça qu'on a un gros challenge pour aller vers les permis d'aménager et puis tous ces documents d'urbanisme opérationnel du quotidien. Donc, en conclusion, je pense on peut dire que c'est vraiment un projet dont la publication des données est encore en train de se construire, se lance, qu'il y a sûrement des recoupements à faire et de profiter des retours d'expérience du SIB sur tout ce qui est standardisation de données, centralisation et diffusion de la donnée. Et voilà, je pense que on a vu qu'il y avait des ressources en ligne, donc on les redonnera dans la conclusion, le document en conclusion. Et voilà, un grand message particulier, Daniel, peut-être pour conclure. Ma grande attente, c'est de retrouver tout l'écosystème que j'avais autour du SEO et sur lequel j'étais confortable en fait. Et là, aujourd'hui, on a l'impression d'être un petit peu tout seul dans un monde où il y a énormément de personnes et sur lequel on essaie de se dire qu'on a besoin de s'organiser. Mais c'est peut-être juste un sentiment de quelqu'un où on gravite un petit peu à côté, sur lequel on se dit que voilà, c'est vrai que quand c'est pas notre métier, avoir un petit coup de main, alors on cherche pas à se faire notre travail par les autres, c'est pas ça du tout mes propos, mais on a besoin d'être rassuré et j'espère que le SIB sera surtout une instance qui nous rassure et qui nous permet assez facilement de faire savoir ce qui existe. De manière à aller plus vite, et puis, mais tout en nous proposant d'aller plus loin aussi. Mais c'est vrai que là où on a voulu aller loin tout de suite, et on se dit qu'on a peut-être loupé des jalons sur lesquels il faut que, avec de la méthode, on revienne tranquillement et puis de manière à aller beaucoup plus loin, juste où on voulait aller. Voilà. Consolider les bases. C'est ça. Et du coup, je suis tout à fait d'accord avec les propositions qui sont faites. On a bien identifié tout ça. D'accord. Merci bien.
Merci beaucoup, Daniel. Bon, bonjour à tous, donc, je suis Romain Sordello, je travaille à l'UMS Patrinat sur les trams et sur la pollution lumineuse. Et je vais faire cette présentation avec Jennifer Amsalem de l'INRAE qui se présentera aussi à son tour. Donc là, on va parler de pollution lumineuse et de trame noire pour faire un peu le point sur la production et le partage de ces données. Alors déjà, en termes de contexte, pourquoi on a souhaité proposer un atelier sur ce sujet? Parce qu'on constate qu'il y a une montée en puissance du sujet éclairage nocturne globalement. Les implications à la fois sociétales et environnementales du fait d'éclairer la nuit deviennent de plus en plus présentes et c'est perceptible à différents niveaux, à la fois dans la littérature scientifique avec beaucoup d'articles qui mettent en évidence l'impact de l'éclairage nocturne sur la faune ou la flore. Dans les médias aussi, on parle de plus en plus de ce sujet. Différents acteurs s'engagent sur la thématique, aussi bien des métropoles, des espaces protégés, maintenant aussi bien des écologues que des éclairagistes. Et puis également toute une consolidation de la réglementation en France sur l'éclairage extérieur et les nuisances qu'il occasionne. Donc voilà, on voit émerger ce sujet pollution lumineuse et en réponse, la trame noire comme déclinaison, on pourrait dire nocturne, de la trame verte et bleue. Donc j'en profite aussi au passage pour vous rappeler ou vous informer de la publication d'un guide sur la trame noire dans la collection Comprendre pour agir de l'OFB, un guide qu'on a fait paraître il y a quelques jours à peine, qui fait le point justement sur cette trame noire, qu'est-ce que c'est, comment on l'identifie, dans lequel on parle déjà un peu des données. Et donc, dans la continuité de ce travail, on avait voilà, proposé au colloque SIB d'avoir un atelier là-dessus. Parce que dans ce contexte donc d'émergence de la trame noire et de montée en puissance de la pollution lumineuse, émergent également deux gros sujets donnés. Globalement, un sujet donné autour de la structuration et la centralisation et la diffusion, mais on a distingué deux grands types de données, des données en entrée, donc qui vont permettre en fait de constituer des diagnostics à la fois de pression et d'état de la biodiversité pour identifier la trame noire. Donc là, il y a des questions nouvelles qui se posent par rapport à la TVB historique entre guillemets, parce qu'évidemment, on a besoin de données d'éclairage, ce qui est très spécifique à la trame noire. Jusqu'à présent, on ne travaillait pas avec ces données-là. Et puis aussi au sein des données biodiversité, on a besoin maintenant de cibler la biodiversité nocturne. Donc ça, c'est un gros paquet de données d'entrée qu'on va évoquer. Et puis un autre paquet de données qu'on a appelé en sortie. Donc là, c'est la trame noire en tant que telle. C'est-à-dire qui dit trame dit un ensemble de continuités écologiques, comme on avait pour la trame verte et bleue, c'est-à-dire des réservoirs de biodiversité et des corridors. Et là aussi se pose un enjeu de récupération, de centralisation, de diffusion de ces données pour ensuite qu'elles puissent servir à l'aménagement, même si ce ne sont pas des zonages de protection en tant que tels, ce sont des espaces qui sont souvent portés à connaissance. Donc on va essayer avec cet atelier de balayer ces deux aspects. Concernant les données en entrée côté biodiversité, donc là, on n'est pas complètement démunis parce qu'on a toutes les données de biodiversité au sens large, mais l'enjeu ici, c'est d'arriver à cibler sur la biodiversité nocturne. Et donc aussi en préalable, d'arriver à bien identifier quelles espèces sont les plus sensibles à la lumière artificielle la nuit. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de connaissances assez fondamentales sur l'impact de l'éclairage nocturne sur la faune, mais elle n'a jamais vraiment été exploitée, malaxée entre guillemets, pour qu'elle soit ensuite utilisée pour déterminer quelles espèces vraiment indicatrices pourraient servir à identifier des trames noires. Donc, les projets qui sont menés actuellement se servent souvent de chauves-souris parce que c'est finalement les espèces pour lesquelles on a une connaissance la plus aboutie, la plus opérationnelle. Mais il y aurait un gros travail d'exploitation de la littérature scientifique pour hiérarchiser les menaces, pour être sûr que la pollution lumineuse fait partie des menaces principales et pour identifier aussi des seuils de sensibilité. Donc ça, c'est un gros travail de recherche et développement, mais qui est aussi basé sur des données. Et puis à terme, l'objectif, ce serait de pouvoir requêter en fait les bases de données entre guillemets habituelles sur la biodiversité avec une entrée nocturne, une sorte de filtre trait de vie qui permettrait dans l'INPN ou dans d'autres bases d'avoir directement les espèces qui sont sensibles à l'éclairage, donc nocturne aussi évidemment, pour l'identification des trames. Donc là, juste pour rappel, pour la trame verte et bleue, dans le centre de ressources trame verte et bleue, on avait fait un travail justement à l'époque déjà de centraliser toutes les données mobilisables, parce que dans la trame verte et bleue classique, on utilisait effectivement déjà des données de pression, d'occupation du sol, tout ce qui est lié aussi au cours d'eau. Donc ça, on sait où trouver ces données, mais là, effectivement, la spécificité, ça va être pour la biodiversité nocturne, et puis ensuite l'éclairage. Donc je vais passer à cette deuxième partie justement, au sein des données d'entrée, les données qui concernent spécifiquement l'éclairage.
parce qu'il va falloir à un moment donné cartographier cette pollution lumineuse. Donc pour ça, on a plusieurs sources de données. En fonction de l'échelle à laquelle on travaille, certaines données seront plus ou moins pertinentes. Mais vous allez voir que la situation est assez hétérogène. Donc, on a notamment les données satellites quand on travaille à des échelles assez macro. Alors là, c'est un secteur qui est en plein développement. Jusqu'à présent, on avait essentiellement les données satellites de la NASA, donc le capteur VIRS. Et puis maintenant, il y a des satellites en test, en phase d'expérimentation, des satellites chinois notamment, qui permettent des résolutions beaucoup plus fines. Donc, on est encore au tout début, les données ne sont pas forcément gratuites, disponibles sur tous les territoires, etc. Mais c'est un secteur vraiment en plein développement et on pourrait imaginer là aussi donc, tout un volet de données pour que ces données satellites soient pré-traitées, centralisées, facilement accessibles pour les acteurs français en fait. Alors après, on a un autre volet de données, ce sont les orthophotos nocturnes. Donc, ça se rapproche un peu des données satellites, mais là, c'est par des avions, donc par vol de nuit. On a quelques exemples en France. On pourrait imaginer là aussi qu'il y a un développement, une démocratisation de ces prises de vue aériennes nocturnes. Pour l'instant, il y a quelques communes comme Nantes, Annecy, etc., qui ont fait ce travail-là. On peut aussi avoir de la métrologie, c'est-à-dire refaire des données au sol. On pourrait imaginer qu'il y a des campagnes d'inventaire massives pour mesurer la pollution lumineuse. On a des appareils de mesure dédiés pour mesurer la quantité de lumière, etc. Donc ça demande un déploiement assez important et du coup des moyens. Et puis le dernier point, donc c'est celui-là qu'on a mis en dernier parce que c'est celui-là notamment qu'on va beaucoup évoquer avec vous, c'est un référencement point par point de toutes les sources lumineuses. Donc, on va essayer d'aborder essentiellement ça pour voir un peu en France où est-ce qu'on en est sur ce référencement des points lumineux. Alors, on a distingué déjà les points lumineux publics, c'est-à-dire tout ce qui est éclairage de voiries, de monuments, de parcs et jardins, donc, qui est mis en œuvre par les municipalités, et puis les éclairages privés, donc qui sont les éclairages de particuliers, les enseignes des commerçants, les vitrines, etc., etc. Alors peut-être je commence par ce volet privé parce que là c'est très simple, il n'y a rien, rien n'est fait pour l'instant, donc il n'y a aucune démarche qui référence ou centralise ces données. Donc j'entends d'un point de vue national quelque chose qui soit structuré, ce qui n'empêche pas que certains acteurs peut-être très localement le fassent, mais en tout cas c'est pas du tout structuré. Et puis sur l'éclairage public, il y a une amorce, mais c'est encore très parcellaire, c'est-à-dire qu'il y a des territoires pour lesquels effectivement ces données existent. Parfois, lorsqu'elles existent, elles sont mises en ligne, mais pas tout le temps. Donc, on a des cas très différents entre des communes qui ont des bases de données géoréférencées. Donc, c'est le cas à droite, un exemple de la ville de Paris, où on a en ligne tous les points lumineux. On peut cliquer sur chaque point et voir les caractéristiques de ce point lumineux avec la température de couleur, la puissance des lampes, etc. Donc là, c'est vraiment, on va dire, le cas idéal. Et puis, des fois, soit ces données n'existent pas du tout, soit elles existent, mais elles ne sont pas accessibles en ligne. Donc, on a vraiment une situation très hétérogène. Il n'y a aucune structuration là non plus au niveau national, en tout cas pour le moment, en termes de standards de ces données, pour qu'elles soient référencées de la même manière, et puis de centralisation et de diffusion. Alors, un point justement pour clarifier un peu l'éclairage public, peut-être ce sera des rappels pour certains, mais c'est quand même important, à mon avis, de revenir là-dessus. Donc, l'éclairage public, on va se concentrer sur celui-là pour l'instant. Pour rappel, c'est la prérogative des communes, donc c'est la responsabilité du maire. Et bien souvent, le maire a délégué ce pouvoir à un syndicat qu'on appelle un syndicat d'énergie, parfois d'électrification. Maintenant, ils sont regroupés plus ou moins sous le terme de territoire d'énergie. Donc, ce sont des structures qui vont assurer la gestion et la maintenance des parcs d'éclairage public. Mais il n'y a pas pour l'instant d'obligation de référencer ces éclairages, donc point lumineux par point lumineux, comme on l'évoquait jusqu'à présent. La seule obligation qu'il y a, c'est si jamais ce référencement existe, normalement, il est censé être considéré comme une donnée publique et donc être mis en ligne gratuitement, en libre accès, en tout cas pour les communes de plus de 3500 habitants et 50 agents. Donc ça, c'est ce que dit la loi, entre guillemets, Open Data d'octobre 2016. Donc on voit bien que déjà, rien que ça n'est pas encore appliqué. Et puis, un autre point de réglementation, c'est que donc en France, la réglementation sur les nuisances lumineuses date du Grenelle de l'environnement, mais elle s'est fortement consolidée dernièrement en 2018 avec un nouvel arrêté ministériel donc, qui fixe des prescriptions techniques de quantité de lumière, d'horaire, etc. pour les différentes catégories d'usage de l'éclairage. Et cet arrêté fixe aussi des consignes générales. Par exemple, donc celle qui nous intéresse particulièrement dans l'article 5 de l'arrêté, c'est que le gestionnaire, donc c'est-à-dire la commune ou le syndicat,
doit tenir à disposition des agents qui réalisent le contrôle de conformité au présent arrêté, donc à l'arrêté ministériel en question, un certain nombre de données techniques, comme justement la proportion de lumière qui est émise au-dessus de l'horizontale, la température de couleur, la puissance électrique, etc. Donc là, on voit bien que commence à se dessiner déjà une obligation de tenir à disposition toutes ces informations, donc point lumineux par point lumineux. Là, c'est dans le cadre d'un contrôle de conformité, mais on pourrait imaginer que ce soit quelque chose qui soit fait d'emblée par défaut, que ce soit une donnée qui soit publique et accessible à tous. Donc, pour essayer d'avancer sur ce sujet, on a lancé, et en particulier INRAE, a lancé un groupe de travail pour déjà au moins réaliser un standard de données d'éclairage extérieur. Donc, je vais passer justement la parole à Jennifer qui va vous en parler un peu plus en détail. Bonjour. On aura ensuite la parole après pour terminer sur le volet des données en sortie. Ouais, donc voilà, moi je suis Jennifer Amsalem, je travaille à l'INRAE plutôt sur de l'appui aux politiques publiques, biodiversité et information spatiale. Et donc je contribue au centre de ressources trame verte et bleue. Et donc effectivement, quand on s'est mis à travailler sur ces questions de trame noire, on s'est rendu compte qu'au niveau des données d'entrée, il y avait vraiment un problème de complétude et d'hétérogénéité des données, et que pour autant, il y avait un besoin aussi au regard de besoins de diagnostic trame noire et de la loi et de cet arrêté-là. Donc, on a proposé effectivement au ministère de l'écologie d'animer un groupe de travail national pour réaliser un standard de base de données éclairage extérieur, de façon à ce qu'au moins les collectivités qui veulent faire leur base de données puissent faire quelque chose d'un petit peu cohérent et qui leur serve ensuite à vérifier, par exemple, si elles ont bien respecté l'arrêté ou si elles veulent mettre en place des mesures en faveur des trames noires et de la biodiversité nocturne pour lutter contre la pollution lumineuse. Donc, on a lancé un groupe de travail qu'on pilote sur ce sujet-là. Donc, on a inclus dans ce groupe de travail donc des représentants de l'INRAE, du CEREMA, de l'AFE, donc c'est l'Association française de l'éclairage, de la FNCCR, donc la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, l'UMS Patrinat, le bureau d'études Dark Skylab qui historiquement travaille beaucoup sur ces questions-là. Et donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de réunir un petit groupe d'experts sur cette thématique-là et qui sont confrontés aux problématiques des données sur ce sujet-là, de façon à ce qu'on puisse produire une liste de champs et d'attributs pour constituer donc un standard commun qui puisse être quand même facilement remplissable, même pour des petites collectivités, et pour autant qui puisse quand même être suffisamment utile. Voilà, donc ce standard, il va concerner dans un premier temps l'éclairage public. À la base, c'est vrai que nous, on avait proposé de travailler sur un standard de base de données d'éclairage public. Et puis finalement, on se rend compte que les informations qu'il faudrait récolter, ça serait les mêmes pour le privé. Voilà, donc l'idée dans un premier temps, c'est déjà de diffuser au public et puis dans un second temps, de le proposer évidemment aussi au privé. Ce sera un standard de base de données qui ne sera pas imposé, puisqu'en fait, il est noté nulle part dans l'arrêté ou dans la législation qu'il faut respecter un standard de données, de base de données quelconque. Mais par contre, on souhaite quand même qu'il soit officialisé. Et donc, à ce titre-là, on va travailler avec le CNIJ, justement, le présenter en commission données. Et ensuite, il y aura une consultation aussi via le CNIJ sur ce standard de base de données. Et donc, à terme, l'idée à plus long terme, c'est de proposer une base de données centralisée au niveau national, voilà, de ces données-là, ce qui permettrait d'effectuer du suivi aussi au niveau national. Hein. On peut imaginer, par exemple, pour l'Observatoire national de la biodiversité, que ça serait voilà, un outil, en tout cas, assez intéressant. Voilà, donc c'est en cours, et on avance plutôt pas mal en plus sur le sujet là, avec les différents experts, puisque effectivement là, on ne peut pas regrouper que des experts biodiversité. Alors, il faut qu'on travaille bien avec les personnes qui, elles, construisent, installent et gèrent au quotidien l'éclairage public.
Super, merci Jennifer. Donc, je vais reprendre la main juste pour terminer 2-3 slides sur les données en sortie. Donc, parce que là, on vient d'évoquer, vous avez compris toutes les données, enfin, balayer en tout cas les données d'entrée, biodiversité, éclairage. Et donc, ce qu'on appelle les données en sortie, ce sont les données de trame en tant que telles. Donc là, je voulais refaire un rappel sur la trame verte et bleue pour rappeler un peu comment ça s'est passé. Là, pour le coup, on a fait justement un standard de données qu'on appelait SRCE, puisque c'était le nom des schémas à l'époque, hein, schémas régionaux de cohérence écologique, c'est-à-dire les schémas de TVB à l'échelle régionale, qui ont maintenant été convertis en SRADET. Et donc, ce standard a été validé par la Covadis, donc, qui n'existe plus, a été repris maintenant par le CNIJ, mais qui a voilà, une commission qui validait aussi de manière officielle à l'échelle nationale des standards de données, dont on a parlé d'ailleurs ce matin. Donc, je vous ai mis les liens vers l'ancien standard SRCE qui est maintenant appelé standard de continuité écologique régionale, donc validé par le CNIJ. Donc ça, c'est un standard qui comporte des champs très simples hein, pour répertorier les corridors, les réservoirs des différentes trames régionales. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ce standard a été validé assez tardivement par rapport au niveau d'avancement des régions dans l'élaboration de leur SRCE. Et du coup, en fait, on a centralisé nous-mêmes les données des SRCE et on les a nous-mêmes mises au standard dans la très grande majorité des cas parce qu'en fait, les régions n'avaient pas eu le temps elles-mêmes de faire ce travail. Donc, on a, avec l'aide du CEREMA, récupéré les données des 21 régions concernées par des SRCE, puisque la Corse n'a pas de SRCE, elle est concernée par la TVB d'une autre manière. On a standardisé ces données pour les conformer au géostandard Covadis et ensuite on en a fait une base de données unique qui est disponible sur l'INPN. Donc en une fois, quelqu'un peut télécharger maintenant toutes les données standardisées, uniformisées des TVB régionales. Donc ça, l'objectif, c'est tout simplement de pouvoir faciliter le travail sur des projets interrégionaux, de pouvoir faire des restitutions aussi à l'échelle nationale. Donc là, je ne rentre pas dans les détails, mais on a essayé de représenter ces données nationales par une carte synthétique. Donc ça peut permettre aussi de communiquer sur, évidemment, la mise en œuvre d'une politique publique. Donc on peut, pour la trame noire, on puisse avoir le même type de standard qui peut être facilement repris pour une trame noire quand il existe déjà pour une trame verte et bleue. Il faudrait terminer en 1-2 minutes maximum. Oui, voilà, c'est parfait. Ouais. Donc, quelques exemples de trames noires, vous voyez justement que c'est assez similaire. Donc, à droite, vous avez l'exemple d'une carte de pollution lumineuse, qui est donc une carte de diagnostic, hein, qui fait référence à ce dont on a évoqué au début, à partir de données de points lumineux, ou là, en l'occurrence, c'est aussi avec des données satellites NASA. Donc, c'est une carte de pression lumineuse qui permet ensuite, en l'accumulant avec des données de biodiversité, d'aller vers des trames noires. Donc, c'est l'exemple des 3 cartes que vous avez là, c'est-à-dire des corridors et des réservoirs, hein, comme c'était le cas pour la trame verte et bleue, mais qui prennent en compte justement donc, un niveau d'obscurité suffisant pour la biodiversité la nuit. Voilà, donc en conclusion, avec cette dernière diapo, voilà, on a essayé de voir un peu quels étaient les liens possibles avec le SIB pour lancer aussi la discussion. Hein. L'idée, c'est vraiment d'en discuter avec vous. D'après ce qu'on a entendu ce matin, nous, on voit en tout cas deux liens possibles. Il y a à la fois le CARET qui pourrait effectivement avoir une place importante parce que, comme vous l'avez compris, c'est la partie technique du SIB. Donc, comme là, on va être sur un travail de standardisation, notamment avec le standard éclairage extérieur, on pourrait imaginer un lien avec le CARET en termes d'appui possible, hein, ou alors au moins faire du lien avec les autres sources de données référentielles dans le SIB. Et ensuite, une piste possible en termes de valorisation, parce que si on fait toutes ces centralisations de données, par exemple les points lumineux, c'est aussi dans l'optique, bien sûr, de faire des trames noires, mais aussi de faire des indicateurs nationaux, en l'occurrence de pression. Donc, pour information, on est en train de travailler justement avec l'ONB déjà sur un indicateur national de pression lumineuse, mais à partir des données satellites. Et on peut imaginer que si un jour on a une base de données nationale de tous les points lumineux, on puisse également baser notre indicateur sur ces données qui seront évidemment beaucoup plus crédibles et complètes et pertinentes que les données satellites parce qu'avec les points lumineux, on a exactement l'emplacement des lampadaires, leurs caractéristiques, etc. Donc, des perspectives de valorisation qui sont extrêmement importantes, à la fois pour voir l'état de la pression en France, voir l'état aussi éventuellement des réponses. On pourrait imaginer avoir des indicateurs ensuite de surface de trame noire, si on a justement centralisé toutes les données de trame noire en France, etc., etc. Donc, en conclusion, le SIB pourrait nous aider à la fois en termes de visibilité et diffusion et éventuellement à moyen terme aussi, si jamais le SIB va là-dedans, de nous aider en termes vraiment de services, hein, d'appui méthodaux, d'hébergement, éventuellement de certaines bases de données ou autres.
En tout cas, nous, indépendamment du SIB, on voulait aussi lancer la discussion de manière plus générale pour, en fonction des gens là, qui sont dans l'atelier, clarifier aussi les besoins. Au final, de quoi vraiment a-t-on besoin? Et puis, pour faire quoi? En termes de portage et d'acteurs impliqués, voilà, s'il y a des acteurs qu'on n'aurait pas identifiés qui auraient envie de s'impliquer sur ces sujets, de structuration, donc de processus, et de rendu aussi attendu. Donc voilà, merci pour votre attention. Et puis, voilà, s'il y a des questions ou tout simplement la discussion qui se lance, Jennifer et moi, on est là pour vous accompagner. Alors, je vois qu'il y a des questions sur le standard de base de données. Donc là, on a déjà stabilisé un certain nombre d'attributs avec le groupe de travail, mais il nous en reste encore, notamment sur comment on traduit techniquement les champs relatifs à l'abaissement des flux ou aux plages d'extinction des lumières, etc. Donc là, ça va être l'objet de notre prochaine réunion, etc. Je pense que le groupe de travail va pouvoir stabiliser quelque chose d'ici le mois de juin. Où je pense que voilà, là, on sera tous d'accord dessus. Le seul truc, c'est que bon, nous, on pensait du coup qu'ensuite, c'est bon, c'était fait, on pouvait diffuser France Entière, etc. Mais en fait, le CNIJ nous demande justement pour l'officialiser une présentation déjà en commission donnée, là, donc qui sera au mois de juin, donc pour acter le fait qu'il y aura un référentiel justement éclairage extérieur. Bon, ça, a priori, il n'y a pas de souci, mais voilà, il faut en passer par là. Et ensuite, ils organiseront une concertation un peu large sur ce référentiel. Donc, ça veut dire qu'il pourra y avoir des petites modifications, bon, que j'espère quand même à la marge, parce qu'a priori, les principaux acteurs sont déjà dans le groupe de travail. Et donc, bon, le CNIJ m'a parlé d'au moins 6 mois. Enfin, si on a déjà quelque chose, nous, de stabilisé à présenter à la commission donnée de juin, on va dire qu'il sera officialisé d'ici la fin de l'année. Voilà. Merci. Mais après, je pense, on en avait discuté avec Romain, c'est-à-dire que s'il y a des personnes qui sont intéressées justement pour l'utiliser d'ici là, on pourrait aussi imaginer voilà, une version en tout cas provisoire, mais quand même validée par le groupe de travail à vous envoyer pour qu'on peut se dire que voilà, en utilisant ce document de travail, vous serez quand même à peu près dans les clous, quoi. Donc, je voyais en effet une question de Muriel Lérissi qui demandait si elle pouvait utiliser le référentiel. Donc, la question, c'est, alors, je ne sais pas si c'est le standard ou le référentiel d'ailleurs, c'est-à-dire est-ce que c'est le format pour échanger? Bonjour, c'est Muriel. Je vais Oui. poser la question. Donc, oui, on va faire un inventaire des points lumineux sur le parc à partir de maintenant. Donc, l'idée, c'est d'avoir quand même des données attributaires qui soient utilisables plus tard. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir, bon, vous avez un peu répondu, Jennifer, mais peut-être une version brouillon de ce qui sera demandé pour qu'on ne passe pas à côté de certaines choses, quoi. Oui, Voilà. tout à fait. Oui, ça, il n'y a pas de souci. Je pense que vous pouvez nous recontacter et on pourra vous envoyer ces éléments. En fait, il y a un peu deux approches qu'on aimerait faire en parallèle. Il y a l'approche malheureusement à long terme, comme l'a dit Jennifer, où on est dépendant des délais du CNIJ, mais bon, c'est important pour nous quand même de suivre ce calendrier-là pour un jour ou l'autre avoir un standard officiel. Mais comme on sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre en ce moment, on ne voudrait pas non plus laisser passer trop d'occasions. Donc, voilà, essayer effectivement de travailler peut-être pour l'instant sur un standard officieux et pas encore officiel, mais ne pas manquer les occasions de certains acteurs qui auraient besoin déjà d'un standard, même s'il n'est pas tout à fait validé, parce qu'ils sont en train de lancer un appel d'offres, d'engager un projet de tramway ou autre. Donc, on va essayer de jongler un peu avec les deux aspects. Donc, les personnes intéressées peuvent vous contacter par mail. Oui, je vais le noter dans le chat, mon mail. Ça peut même être intéressant pour nous d'ailleurs d'avoir des premières expériences sur comment ce standard s'applique avec des acteurs qui sont le jeu avec un standard qui ne soit pas encore officiel. Voilà, donc après, nous, on peut vous envoyer quelque chose. Alors, nous, on a un prochain GT lundi, là. Donc, si on a réussi à stabiliser quelque chose déjà lundi après-midi, à ce moment-là, je pourrais vous l'envoyer. Sinon, j'attendrai peut-être la prochaine réunion du GT. Donc là, ça sera plutôt fin mai, début juin. Voilà. Une autre question que je vois dans le chat. Alors, c'était si les données des communes qui éteignent la nuit sont disponibles.
Alors ça, c'est un autre sujet, effectivement. On n'avait pas, enfin voilà, on ne voulait pas forcément en parler aujourd'hui pour ne pas faire trop, mais on sait très bien que c'est aussi un fort besoin. Donc moi, j'avais lancé déjà un premier inventaire des communes qui éteignent, qui pratiquent ce qu'on appelle l'extinction en cœur de nuit, mais en fait, c'est quand même pas évident du tout, sans avoir là non plus de structuration et d'impulsion nationale, parce que finalement, les seules traces qu'on a souvent de ces mesures, c'est un article dans la presse locale ou un arrêté municipal, mais pas forcément facile à trouver. Donc là, ce serait un autre champ dont on n'avait pas forcément pensé parler aujourd'hui, mais d'une structuration éventuellement qui vienne du ministère ou de structures nationales pour faire remonter les communes qui éteignent la nuit avec les horaires associés, etc. À ceci près que le standard dont on est en train de parler va aussi en partie répondre quand même à ce besoin, parce qu'en fait, la question telle qu'elle est formulée, telle que je la comprends moi, c'est plutôt les communes en fait en elles-mêmes, est-ce qu'elles éteignent ou pas en cœur de nuit, et puis éventuellement est-ce que cette extinction est totale ou partielle, etc. Donc ça c'est un premier volet, mais en fait là le standard dont on parle, ce sera un standard des points lumineux, et donc a priori si on y arrive, on aura l'information au contraire point lumineux par point lumineux. C'est-à-dire pour chaque commune, on aura est-ce que le lampadaire subit ou pas une variation, que ce soit d'ailleurs une extinction ou une gradation de puissance au cours de la nuit, au cours de l'année ou autre. Donc, en fait, ça va permettre aussi à terme, mais là, c'est vraiment à terme, hein, de répondre aussi à cet indicateur-là du nombre de communes qui éteignent en France. Ouais. Après, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'en fait, il y a certaines régions, alors je ne sais pas si c'est toutes les régions, mais je sais qu'en fait, il y en a un certain nombre, il y a au moins Occitanie, qui missionnent certaines structures pour recenser justement les communes qui pratiquent l'extinction nocturne. Donc, je sais que c'est le cas justement en Occitanie, mais alors, ce n'est pas la région en tant que telle. Je ne sais pas si ce n'est pas les services de l'État ou l'ADEME. Il me semble que c'est l'ADEME voilà, qui missionne des syndicats d'énergie pour recenser ces communes. Voilà, donc il faudrait voir en fait dans quelle mesure ces demandes de suivi régional se font et si à un moment donné on peut voilà, échanger et centraliser tout ça. Mais voilà, pour ceux qui sont intéressés, il y a peut-être des pistes de ce côté-là à creuser en tout cas. Et une question moi, que je me posais, en fait, c'est est-ce que les sciences participatives peuvent, est-ce que vous avez exploré cet axe peut-être de voir si la population pouvait aider à renseigner ces données? Alors moi, c'est ce que j'ai fait plus ou moins donc sur le site Nuit France que certains peut-être connaissent. C'est là où j'ai commencé un inventaire des communes qui pratiquent l'extinction en cœur de nuit, donc un inventaire que j'ai fait moi-même et puis qui est aussi participatif avec des gens qui peuvent envoyer les communes concernées en répondant à un formulaire. Mais bon, voilà, c'est quelque chose d'assez chronophage et lourd à mettre en place, donc l'inventaire n'est pas du tout exhaustif, mais il y a à peu près 3000 communes qui sont référencées pour l'instant. Il y a aussi l'inventaire de la NPCEN, donc c'est une association pour le coup, donc qui est basée beaucoup sur justement le bénévolat et la participation du public. Eux, ils parlent plutôt de, si je ne me trompe pas, 12 000 communes qui éteignent, donc là, bon, ça paraît beaucoup plus, hein, une commune sur 3, donc à voir, la vérité se situe peut-être un peu au milieu, peut-être autour de 6 ou 8 000 communes. En tout cas, nous, pour le standard, pour l'instant, on travaille vraiment sur un standard et pas vraiment sur son application. Mais effectivement, c'est une piste importante qu'on pourrait étudier à terme. Je sais qu'il justement, il y a aussi Hack4Nature qui travaille là-dessus, donc dans le cadre de notre atelier du colloque, là, de référencer les points lumineux via OpenStreetMap, donc avec une application où le public le ferait lui-même. Donc, il y a plein d'initiatives en fait qui se lancent un peu en parallèle et qu'il faudrait peut-être fédérés. Mais nous, en tout cas, pour l'instant, on n'a pas trop creusé cet aspect. J'aurais une question concernant les données de sortie et le croisement avec des données de biodiversité nocturne, parce que je vois bien ce qu'on peut faire en termes de mesures et d'indicateurs sur la pollution lumineuse à partir du moment où le préalable de partage de données standardisées commence à prendre sur la description des réseaux d'éclairage public. En revanche, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est quelles sont aujourd'hui les sources de données disponibles en matière de biodiversité nocturne qui permettraient d'établir des trames noires en fonction à la fois des données de pression sur la pollution lumineuse et de la présence de la biodiversité nocturne sur les zones en question. Parce que je n'arrive pas à voir, vraiment pas, où est-ce qu'on peut trouver des données à une maille suffisante pour avoir un diagnostic et des mesures en croisant les deux. Voilà.
Donc, En fait, bon, tout dépend effectivement de la maille et de l'échelle à laquelle on s'intéresse, mais pour une échelle communale, bon, maintenant, la connaissance quand même biodiversité, elle a fortement progressé. Donc, en termes de données, il y a toujours des choses à améliorer, des lacunes, etc. Mais on a quand même de plus en plus de données. Après, la difficulté, c'est plutôt celle que j'ai évoquée au début, c'est de bien cibler les espèces. Quelles espèces on va utiliser pour après aller chercher les données. Donc là, bien souvent, les gens utilisent des chauves-souris dans les projets de trame noire actuels, mais il y a plein d'espèces qui seraient très intéressantes à utiliser, même des poissons, des lucioles. Enfin voilà, il y a plein d'espèces qui sont pressenties pour être des bons indicateurs par rapport à la pollution lumineuse. Donc, c'est pas tant un problème de données, c'est plus un problème d'arriver à bien choisir les espèces. Et pour ça, il faut avoir des seuils de sensibilité, il faut avoir des données quantifiées. Et c'est plutôt sur ce créneau-là que, pour l'instant, on a un peu du mal. C'est pour ça que les gens se tournent souvent plutôt sur les chauves-souris, parce que là, il y a des publications qui montrent la distance au lampadaire à partir de laquelle il y a des effets, la quantité de lumière à partir de laquelle il y a des effets, etc. Ce qu'on n'a pas pour l'instant pour d'autres espèces. Donc, moi, à ma connaissance, ce n'est pas vraiment un manque de données, même si on peut toujours faire mieux. C'est plutôt la nécessité de bien choisir les espèces modèles, en fait. d'accord. Mais je vous renvoie du coup au guide Trame Noire, là, pour le coup, parce que vraiment, on aborde ces questions. Et après, il n'y a pas que les données espèces, hein. On peut aussi croiser avec des enjeux de biodiversité qui sont déjà pré-identifiés via des zonages, des espaces naturels sensibles. Enfin, il y a plein de choses qui existent déjà justement pour identifier les enjeux de biodiversité. Mais il faut arriver à faire la part des choses au sein de tout ça pour bien cibler la partie nocturne, quoi. C'est plus ça, à mon avis, le défi. Merci. Du coup, je vous propose de faire comme pour la présentation d'avant, une petite conclusion, en fait, un petit peu synthétique sur ce qu'on a dit. Donc, je vous fais une proposition et puis Romain et Jennifer, vous complétez ou voilà, si ça ne convient pas. C'est qu'en fait, donc, on voit sur la pollution lumineuse, là, vraiment le travail est fait sur la standardisation des données, de permettre de diffuser ce standard pour qu'il soit pris en compte. Par contre, pour l'instant, pour renseigner ce standard, ça sera un peu dans une deuxième étape qui n'est pas pour l'instant vue. Et voilà, et donc là aussi, on se concentre sur les données plus de pression de l'éclairage, en sachant que les données pour la biodiversité, dans les données entrantes, elles sont déjà existantes à travers l'INPN et différentes banques de données. Alors, je ne sais pas s'il y a peut-être un Ça, moi, message. ça me va très bien. Je trouve qu'effectivement, c'est bien résumé. Sur les enjeux biodiversité, comme tu disais, l'enjeu, c'est plutôt de discriminer ce qui est vraiment nécessaire pour la partie nocturne. Et puis, pour les données éclairage, là, effectivement, il y a un travail de standardisation et de faire remonter ces données qui, pour l'instant, sont très hétérogènes. Ça, pour moi, le SIB peut être un levier ou un cadre, voilà, à voir le terme qui va bien, justement, mais il y a vraiment un enjeu à engager aussi les acteurs, parce que je vois Loïc qui réagissait là, donc représente aussi la FNCCR, par exemple. Donc, c'est un acteur incontournable, à mon avis, dans cet exercice-là pour diffuser le standard, mais le standard, vous l'avez bien compris, c'est quelque chose qui sera plutôt actif à long terme. Il y a aussi un enjeu de valoriser tout ce qui existe déjà, donc tous les référencements des points lumineux qui sont que sur papier ou dans des disques durs, etc. Il y a déjà plein de données qui existent en France. Et le SIB pourrait avoir un rôle de moteur pour être un peu une pompe aspirante, entre guillemets, et donner un cadre pour faire remonter toutes ces données avec les acteurs pertinents, la FNCCR, la FE, etc., quoi. Oui. Et en effet, comme la présentation avant, en fait, le SIB, à travers justement toutes ces actions sur la standardisation avec le CARET, et ensuite de mettre en évidence, de pouvoir diffuser ce standard, pourrait être en effet vraiment une brique importante le projet. Voilà. Tout à fait. Il y a Muriel qui demande s'ils peuvent avoir les présentations sur le site web et les contacts mail. Oui. Oui. Alors, je pense que les présentations, elles seront à la fin. Alors, je ne sais pas s'ils vont faire par journée ou à la fin complètement du séminaire, mais en tous les cas, elles seront bien disponibles. Et puis, les contacts mail, donc je pense qu'il y avait eu dans le chat déjà pour avoir le standard. Jennifer vous a mis son adresse mail.
Et en effet, on remettra aussi dans le petit résumé peut-être le lien vers le guide de Tram Noir. Voilà. Oui, ce serait bien. Là, je vois qu'il y avait une question aussi dans le chat qui est intéressante. C'est de même qu'on recense les communes qui font l'extinction, est-ce qu'on pourrait recenser les communes qui ont cartographié leur éclairage public? Ça, typiquement, je pense que ce serait un très bon point de départ de savoir déjà quelles communes ont référencé leurs points lumineux. En fait, si on pouvait avoir cette information-là, donc pareil, via l'AFE, la FNCCR ou des grands acteurs nationaux qui fédèrent tous ces acteurs de l'éclairage, ce serait hyper intéressant pour savoir un peu quel est l'état des lieux, en fait, les manques, là où le standard va apporter quelque chose, parce qu'il n'y avait vraiment rien, ou là où il va falloir juste mettre les données existantes en conformité avec le standard, enfin avoir un peu un état des lieux du travail à réaliser. Bien, merci beaucoup pour cette dernière réponse. Je me présente, donc, je suis Cindy Fournier, donc, je travaille à l'UMS Patrinat dans une équipe qui accompagne des partenaires publics et privés dans le cadre de la mise en œuvre de leur politique en faveur de la biodiversité. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui ce projet que je pilote, la boîte à outils biodiversité. Donc, je vais commencer par un petit historique un petit peu du projet et puis rappeler les objectifs, vous présenter, puisque vous découvrez peut-être aujourd'hui la boîte à outils biodiversité. Et puis, vous présenter aussi comment cette boîte à outils fonctionne et comment elle peut être utilisée. Et puis, vous présenter un petit peu les perspectives de développement. Alors, c'est un projet qui a été initié dans le cadre des partenariats d'études pour la biodiversité qui sont portés par l'UMS Patrinat. Donc, nos partenaires sont des propriétaires, de grands propriétaires d'un patrimoine foncier assez conséquent. C'est par exemple le ministère des Armées ou encore EDF, pour en citer que deux. Et on a un besoin qui est assez récurrent et partagé, qui est de caractériser les potentialités, les enjeux écologiques des sites, mais aussi de repositionner ces enjeux par rapport aux enjeux des territoires. Donc, on a fait une expérimentation sur le foncier d'un de nos partenaires sur le territoire d'Île-de-France, avec pour objectif justement de synthétiser les enjeux de biodiversité à l'échelle des périmètres des sites de ce partenaire, et puis de synthétiser aussi, de mobiliser l'ensemble des informations qui étaient disponibles sur les enjeux de biodiversité autour de ces sites. L'idée était vraiment de dégager des orientations d'action, des priorités d'action et des synergies entre les sites, des synergies puisqu'on a des enjeux partagés, par exemple. Et donc, le but était de définir pour l'entreprise une stratégie d'intervention globale à l'échelle de la région. On s'est rendu compte que la première étape, qui est assez commune à de nombreuses études, c'est de mobiliser, de synthétiser les données qui sont disponibles sur la biodiversité. C'est vraiment un besoin qui est récurrent et partagé pour de nombreuses études, et on exploite régulièrement les mêmes bases de données pour obtenir les informations, les mêmes informations, on fait les mêmes chaînes de traitement. Et on a nécessité de devoir aller mobiliser les bases de données les plus à jour. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a réfléchi à la mise en place de la boîte à outils biodiversité. L'idée étant d'automatiser en fait toutes ces chaînes de traitement et de faciliter la mobilisation, le traitement et la synthèse des données qui sont disponibles sur la biodiversité. Donc, on s'est intéressé à plusieurs informations. Donc, on a la boîte à outils qui est structurée un peu en modules. Donc, des informations sur les espaces d'inventaire et de protection, les réservoirs de biodiversité, les corridors écologiques, les modes d'occupation des sols, les espèces et les habitats. Donc, des données sur l'état et la conservation de la biodiversité qui sont des données qui sont majoritairement issues de l'INPM. Et puis également, on réfléchit aussi à intégrer des données sur les pressions qui s'exercent sur ces milieux, les milieux et les espèces. Donc, la particularité de la boîte à outils biodiversité, c'est qu'on s'intéresse à plusieurs échelles d'analyse, et c'est surtout l'échelle principale, c'est l'échelle du site. Donc, l'objectif est de pouvoir faciliter la mobilisation des données à l'échelle d'un site d'étude, mais aussi de pouvoir mobiliser les informations sur le voisinage proche de ce site. Donc, on a défini comme un périmètre une zone tampon d'1 kilomètre.
et puis dans le paysage de ces sites. Donc, quand on s'intéresse, par exemple, aux enjeux de continuité écologique, on est obligé aussi de dézoomer. Et puis, d'avoir une vision finalement assez globale à l'échelle d'un groupe de sites quand on s'intéresse à des synergies d'action possibles entre les sites, qui pourraient présenter des enjeux partagés, par exemple. Donc, on s'est rendu compte en développant cette boîte à outils que finalement, c'était un besoin qui était commun à de nombreux acteurs, qui pouvaient répondre à des besoins, notamment des propriétaires, des gestionnaires d'espace, en dehors de nos partenaires, à l'administration publique aussi, par exemple, pour instruire des dossiers d'études d'impact, ou encore aux collectivités, aux maîtres d'ouvrage, aux bureaux d'études, aux associations qui font également de nombreuses expertises, des expertises environnementales, ou encore aux chercheurs. Donc pour pouvoir donc, gérer les sites, mettre en place des évaluations environnementales, donc à l'échelle de projets, qu'ils soient nationaux ou plus locaux. C'est également en fait une boîte à outils qui est en cohérence avec les objectifs du SIB, les objectifs d'amélioration de l'accès et de la réutilisation des données sur la biodiversité en France, puisque le projet a pour vocation de faciliter la mobilisation des données de synthèse et d'indicateurs sur l'état de la biodiversité. Donc, on est vraiment dans un objectif d'accessibilité de la donnée, de partage, de mise à disposition et de valorisation. C'est aussi un outil qui a vocation à accompagner dans l'exploitation, la valorisation des informations qui sont mobilisables sur la biodiversité pour permettre d'analyser les enjeux de biodiversité des sites, mais aussi les enjeux qui sont dans les paysages dans lesquels s'insèrent ces sites. Donc, vraiment un objectif de meilleure visibilité des enjeux à différentes échelles spatiales. Et puis, in fine, donc, pour permettre donc, aux utilisateurs de répondre aux objectifs des politiques publiques, qu'elles soient les politiques de conservation et de préservation de la biodiversité ou d'aménagement du territoire. Donc, de mieux prendre en compte ces enjeux de biodiversité dans ce cadre. Donc, au départ, on a travaillé sur une automatisation des chaînes de traitement sous le logiciel R. Et on a ensuite, suite à ce constat, fait une étude de faisabilité pour étudier la possibilité d'industrialiser l'ensemble des chaînes de traitement, des procédures, pour fournir en fait un service numérique qui serait ouvert au grand public, qui serait donc rattaché à l'INPN et accessible via une interface web. Donc, on a constitué une équipe projet interdisciplinaire au sein de Patrinat, puisqu'on a à la fois des référents métiers, des référents des développeurs, des référents sur les données et les bases de données. Et puis, on a mis en place une gouvernance autour de projets. Donc, plus concrètement, je vais vous montrer un peu comment fonctionne la boîte à outils biodiversité. Donc, les utilisateurs importent le contour de leur site, enfin, de leur site au singulier ou au pluriel. La boîte à outils biodiversité va ensuite mobiliser tout un ensemble de bases de données et de connaissances sur la biodiversité que je vais vous présenter dans un second temps. Et puis, on a une automatisation de toute la chaîne de traitement qui permet en fait d'obtenir un ensemble d'informations sur la biodiversité, donc à différentes échelles spatiales, à la fois une compilation de données donc, sous forme de tableurs Excel, par exemple au CSV, et puis des données aussi cartographiques qu'on va pouvoir facilement mobiliser pour visualiser directement les données de croisement, et puis des données graphiques. Charge ensuite à l'opérateur, bien sûr, d'analyser l'ensemble de ces données en sortie pour répondre à la question qu'il se pose en amont. Donc, quelles sont les bases de données et de connaissances qui sont mobilisées par Bob? Donc, c'est des données qui sont publiques. On ne crée pas de nouvelles données. On est vraiment dans la mobilisation de données existantes. Donc, les données, l'ensemble des données dont on a parlé ce matin, les données qui sont du SIB. Des données qui sont standardisées, donc homogènes, pour permettre justement de pouvoir automatiser les chaînes de traitement. On travaille à l'échelle de la France métropolitaine, mais on a aussi élargi le périmètre à l'outre-mer
Et puis, on s'intéresse à la fois au domaine marin, mais également, enfin au domaine terrestre, mais également au domaine marin, puisqu'on se rend compte finalement c'est aussi en fait un outil qui peut intéresser le système d'information sur les milieux marins, puisque la procédure est identique. On est vraiment sur un outil qui facilite la mobilisation de la donnée. Et puis de préférence des données qui sont plutôt d'une emprise nationale. Donc majoritairement, en fait, les données qu'on va mobiliser, qui sont mobilisées par Bob, sont des données qui sont centralisées et diffusées dans l'INPN. Donc, de quelles données je parle pour être un peu plus concrète? Donc, je parle des données sur les espaces d'inventaire et de protection, donc la base nationale Natura 2000, la base, les données de l'inventaire SNIEF, la base nationale sur les espaces protégés. Je parle également donc, des données sur les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques, donc, qui sont les données géographiques standardisées des schémas régionaux de cohérence écologique, dont nous a parlé Romain dans la présentation précédente, pour ceux qui ont pu y assister, donc, qui ont été les données du centre de ressources Tramverte Bleu. Mais également des données, donc cette fois-ci, qui ne sont pas gérées par l'UMS Patrinat, donc sur l'occupation des sols, donc des données de l'IGN et du CES Bio, donc c'est Corinne Landcover et OZO, donc les données qui sont issues de la télémétrie, la télédétection, pardon. Et puis, donc, il faut savoir que c'est une boîte à outils qui est en cours de développement. Donc là, on est en train de développer justement les modules espèces habitat. Donc les précédents modules que je viens de vous présenter sont déjà développés. Et donc là, l'idée, c'est aussi de mobiliser les données d'observation sur les habitats et les espèces. Et puis, bien sûr, l'ensemble des connaissances sur les statuts de ces espèces et de ces habitats, donc en mobilisant les bases de connaissances comme la BDC Statut, TaxRef et ABREF, par exemple. L'idée, c'est aussi de pouvoir intégrer des informations sur les pressions qui s'exercent sur les milieux et les habitats, pour pouvoir identifier des espèces qui sont plutôt plus sensibles à une activité, par exemple, ou à une pression. Et puis, la boîte à outils a vocation aussi à évoluer et puis progressivement intégrer d'autres données environnementales qui permettraient d'augmenter ses fonctionnalités. Donc, comme je vous l'ai dit, l'idée, c'est vraiment d'avoir une interface utilisateur. Donc, l'utilisateur importe ses données dans cette interface. Donc, il y a tout un système de croisement de données qui permettent d'aboutir à la création de ces données de synthèse, ces indicateurs et ces données géographiques qui sont ensuite visualisées sur l'interface. Et donc, une fonctionnalité qu'on a rarement vue, où on a une possibilité en fait, de pouvoir télécharger les résultats par les utilisateurs. Donc, juste pour illustrer le module espace, voilà, la boîte à outils donc, va mobiliser donc, les données sur les espaces d'inventaire et de protection que je vous ai présentés précédemment. Donc, l'opérateur va pouvoir avoir des données géographiques qui correspondent en fait au croisement des périmètres des sites qu'on voit là en rouge, de la zone tampon donc d'1 kilomètre et de l'échelle paysage, donc 5 km autour du site, quels sont les espaces d'inventaire et de protection qui sont présents. Donc, on a vraiment possibilité de pouvoir visualiser ensuite ces données directement sous un système d'information, comme ArcGIS ou QGIS. Ensuite, on a tout un ensemble de données, de fichiers, de tableurs Excel, CSV, qui permettent en fait d'obtenir de nombreuses informations qui sont mises à disposition de l'opérateur, comme la liste des espaces d'inventaire et de protection et les surfaces qui sont intersectées, la distance au site aussi. On a trouvé ça vraiment important de pouvoir avoir des informations sur la distance, par exemple, du site Natura 2000 le plus proche par rapport au site d'études, des informations sur les proportions, les surfaces de chacune des catégories de zonage, donc des SNIEF, Natura 2000, espaces protégés, donc aux différentes échelles, c'est-à-dire à l'échelle du site, du voisinage, du paysage. Et ensuite, des informations plus précises sur les proportions par type de zonage, ZNIEF 1, ZNIEF 2, etc. Si on veut, par exemple, juste de savoir les proportions, les surfaces cumulées de l'ensemble des zonages, ou encore des informations sur les proportions par catégorie UICN.
Donc là, on est en train de développer justement la boîte à outils biodiversité et l'interface web. Et l'idée, c'est de laisser la possibilité à l'opérateur, par exemple pour le module zonage d'intérêt de protection, de choisir, de paramétrer et de choisir les espaces qui l'intéressent. Par défaut, l'opérateur a l'ensemble des informations. Et voilà, comme je le disais, charge ensuite à l'opérateur d'analyser l'ensemble des données. Et on voit aussi l'intérêt d'avoir des données de référence, des indicateurs un peu plus globaux pour pouvoir repositionner un petit peu ces données qu'on obtient à l'échelle des sites par rapport à des tendances plus globales. Alors pour finir, pour synthétiser un petit peu l'intérêt qu'on peut voir à l'utilisation de la boîte à outils, donc comme on l'a dit, c'est vraiment un enjeu d'accessibilité à la donnée de synthèse et une meilleure lisibilité des enjeux à plusieurs échelles spatiales. C'est un gain de temps qui est considérable puisque on peut rapidement, on facilite la mobilisation de l'information et le croisement de nombreuses informations à différentes échelles spatiales. On assure aussi une actualisation des données, donc l'opérateur s'assure en utilisant la boîte à outils biodiversité que les données qu'il utilise sont vraiment les données les plus à jour. On a une traçabilité également dans les métadonnées. L'idée, c'est vraiment de fournir aussi à l'opérateur l'ensemble des bases de données, des données qui ont été utilisées. On a une transparence dans les méthodes de calcul. Et ça permet aussi une meilleure répétabilité des croisements. Et puis, ça facilite les comparaisons aussi quand on s'intéresse à plusieurs sites. Et donc, in fine, ça permet vraiment de mieux prendre en compte cette connaissance, ces enjeux de biodiversité dans le cadre des projets, d'anticiper potentiellement les impacts aussi que pourraient avoir certains projets sur la biodiversité, pour mieux les prendre en compte, adapter par exemple dans le cadre de la séquence ERC les études, les suivis qui pourraient être mis en œuvre. Et donc, on considère vraiment la boîte à outils comme un outil d'aide à la décision. Alors, quelles sont les perspectives un petit peu de développement? Comme je vous l'ai dit, c'est un projet qui est en cours. On a certains modules qui sont aujourd'hui opérationnels. On voudrait optimiser, améliorer l'outil, donc améliorer les performances, les vitesses de calcul, et également améliorer ce qu'il est possible de visualiser au travers de l'interface web, c'est-à-dire les graphiques, les cartes, de poursuivre les développements méthodologiques aussi. Donc, comme je vous l'ai dit, les modules espèces et habitats ne sont pas encore développés. Et puis, de réfléchir à l'intégration également de nouvelles bases de données. D'élargir encore plus largement le périmètre de la boîte à outils en intégrant et en ayant une réflexion sur l'intégration des données du SIMM, donc le système d'information sur les milieux marins, et puis également les bases de données de l'outre-mer. Un point important pour nous, c'est de mettre en place un comité utilisateur. Donc, l'outil se veut vraiment opérationnel. Donc, notre objectif, c'est de montrer l'outil à divers utilisateurs et de s'assurer qu'il répond bien aux besoins et le cas échéant de pouvoir l'adapter en fonction des besoins qui seraient communs à ces utilisateurs. On réfléchit également à la mise à disposition d'un package R, puisque comme je vous l'ai dit, en fait, toutes les chaînes de traitement sont automatisées sous R. Donc, pour les utilisateurs qui ont la capacité, les compétences pour pouvoir utiliser ces codes R, il y a aussi possibilité d'utiliser directement les packages R et puis de proposer une interface pour la fin de l'année. Alors, à voir si elle sera dans un premier temps en accès limité ou public. En tout cas, on a vraiment cette volonté de pouvoir mettre à disposition les services de Bob via l'interface web plus largement. Et puis, bien sûr, de rédiger l'ensemble de la documentation qui présenterait les fonctionnalités de l'outil, les données que l'utilisateur pourra avoir en sortie, et puis bien sûr des informations sur les limites aussi d'utilisation des couches de données en entrée, donc d'interprétation de ces couches. Et pour conclure, ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'on est vraiment dans une démarche itérative. Donc, c'est un projet qui va évoluer, qui évolue et qui a pour vocation aussi de se nourrir de l'ensemble des données
qui pourraient être mobilisées, qui ne sont peut-être pas encore existantes aujourd'hui, mais en tout cas qui peut progressivement en fait, être amendée par ces bases de données. Et puis, on est vraiment dans un processus d'amélioration continue. Merci beaucoup. Donc, on a maintenant 10 minutes pour des questions. Je vous invite à utiliser le chat pour les poser. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions. Ouais. Et du coup, Cindy, là, pour terminer, tu disais que ça serait peut-être ouvert dans un premier temps à quelques personnes. Et justement, ça serait à qui et sur quel délai? L'idée, c'est qu'on ait une ouverture assez rapide, on va dire en interne, Patrinat, OFB. Donc, très rapidement, là, en mai-juin. Et on envisage une ouverture plus large pour la fin d'année. Mais tout dépend aussi de comment le projet va évoluer. Peut-être les premiers retours aussi des utilisateurs, du coup, s'il y a des choses à adapter un peu, peut-être. C'est ça. Du coup, l'idée, c'est de constituer ce comité utilisateur assez rapidement aussi pour avoir les premiers retours et puis améliorer la boîte à outils avec ce petit pool de personnes qui pourraient représenter les utilisateurs potentiels in fine. D'accord. Donc, je vois comment accéder à cette boîte. L'idée, c'est qu'on puisse accéder à Bob via une interface web. Du coup, alors oui, là justement, donc on voit, hein, certains seraient intéressés justement pour être testeurs aussi, donc ça peut être ouvert au ministère, comme le suggère Daniel Berthaud, peut-être au service de l'État aussi. Oui, alors surtout, n'hésitez pas justement si vous êtes intéressé pour participer au comité utilisateur, ça nous intéresse. On a déjà une idée un peu des grandes catégories d'acteurs qu'on pourrait convier à ce comité utilisateur, mais voilà, n'hésitez pas à me contacter. Ouais. Donc du coup, peut-être il faudra redonner ton adresse mail dans le chat. Je vois que Alexia Monsavoir serait intéressée aussi. Je ne sais pas son établissement, mais et aussi pour être informée en fait des poursuites. Oui, n'hésitez pas à m'envoyer vos coordonnées et je vous tiendrai informé un peu de l'évolution du projet. Alors, il y a une question aussi de Picardie Nature sur est-ce qu'il est prévu qu'il y ait une API pour ensuite pouvoir consommer les informations en sortie? Alors, la question se pose, oui, de développer une API. Donc, c'est quelque chose qu'on a envisagé pour avoir une articulation avec d'autres outils qui pourraient en fait mobiliser les données de la boîte à outils biodiversité. Et donc, c'est aussi une perspective en fait qu'on envisage, mais plutôt à moyen terme, en fait, pas à court terme. D'accord. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées en effet. Alors là, il y a une question. Est-ce que Bob a vocation à prendre le relais du GeoIDE, catalogue interministériel de données géographiques? Alors, je pense que c'est deux choses différentes, mais je ne sais pas, Cindy, est-ce que tu as… J'avoue ne pas connaître le catalogue interministériel de données géographiques. Oui, parce que là, Bob, l'idée, c'est vraiment de manipuler les données et en fait qu'il y ait des analyses spatiales qui soient facilitées, en fait. Donc, ce n'est pas forcément le catalogue des données existantes, même si, j'imagine, on va voir du coup les données en entrée qui vont être clairement identifiées. Mais là, c'est bien pour les utiliser directement dans l'outil et qu'on ait un export avec une requête spatiale et où on connaisse un peu les spécificités du site. C'est ça.
Donc, je pense, pour répondre à la question, que ce n'est pas le même genre d'outil qu'un catalogue de données géographiques. Oui, c'est vraiment une synthèse des données qui sont disponibles à l'échelle des sites et de leur voisinage proche. Donc, bien sûr, on utilise, et c'est là l'intérêt aussi par rapport au SIB, c'est de savoir quelles sont finalement les données qui sont mobilisables, qui sont standardisées et qu'on va pouvoir mobiliser pour la boîte à outils biodiversité. Ça, c'est vraiment un enjeu assez important pour le projet. Mais du coup, ce n'est pas un catalogue, c'est vraiment, on se nourrit finalement des bases de données existantes et puis on facilite leur utilisation et leur valorisation pour les utilisateurs. Oui, et du coup aussi en permettant de certifier un petit peu que les couches utilisées sont bien les couches officielles et les dernières à jour. C'est ça, et puis l'idée, c'est vraiment de les lister. En fait, l'utilisateur va avoir la synthèse de ces données et l'ensemble des bases de données qui ont été mobilisées avec les dates de mise à jour. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'avoir une traçabilité finalement dans les données utilisées et une transparence aussi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors là, on a un lien vers un catalogue. Oui, d'accord. Après, ça m'intéresse de savoir justement, vous, en tant qu'utilisateur potentiel, est-ce que vous pensez que c'est un outil qui pourrait vous intéresser? Enfin, n'hésitez pas à laisser un peu des remarques aussi dans le chat par rapport à ça. Est-ce que c'est un outil aujourd'hui qui vous faciliterait un petit peu vos travaux et qui pourrait être utile? Puis là, oui, pour le coup, on est sûr que c'est justement suivant les standards du SIB et du SINP. Voilà. J'ai l'impression qu'on a fait un petit peu le tour. Ah. Alors, on a une question. A-t-il déjà permis de préparer les jeux de données destinés aux diagnostics territoriaux de l'OFB? Ah oui, ben, ça, en effet, c'est un projet, donc les diagnostics territoriaux de l'OFB. Je pense que là, Bob, justement, comme il est encore en train de sortir, c'est un petit peu plus en parallèle pour l'instant, mais en effet, ça sera sûrement à voir comment articuler les deux projets. Est-ce qu'ils peuvent justement s'alimenter l'un l'autre? Bon, c'est deux projets qui sont dans la même direction, donc on va réussir à se coordonner et à mutualiser. En tous les cas, il y a de l'engouement pour l'outil. On a hâte de pouvoir vous le présenter, que vous ayez accès en fait à l'interface. Ah oui, et puis question, c'est vrai, intéressante, c'est le code source R, là, qui intéresserait quelqu'un du CEREMA, Madame Lucie Duranton. Est-ce que, en effet, est-ce que c'est libre? Est-ce que les codes sont publiés quelque part? Est-ce qu'ils peuvent être réutilisés? C'est un de nos objectifs, justement, c'est de mettre à disposition le package R, donc les codes. Donc là, il faut qu'on travaille parce que quand on réalise un package R, il faut aussi fournir toute la documentation qui est associée. Et du coup, pour l'instant, on ne l'a pas encore fait, mais c'est vraiment un objectif aussi à court terme de proposer aussi ce package R, puisque l'ensemble des données qui sont mobilisées par Bob sont disponibles par ailleurs. Donc, on pourrait tout à fait utiliser uniquement le package R et pas l'interface. D'accord. Donc ça, quand on dit à court terme, c'est en 2021 ou... C'est un objectif pour cette année, oui. D'accord, donc beaucoup d'actualités sur le projet pour 2021. Donc, si on fait là une petite conclusion sur cet outil,
Mais on voit hein, là encore que c'est quelque chose qui est en train de sortir, qui est en train de se mettre en place, où, là encore beaucoup en recherche de retour d'utilisateurs pour être bien sûr de bien coller aux besoins de la communauté. Et donc, basé justement sur une démarche itérative pour pouvoir s'améliorer et dans une idée de transparence, que ce soit sur les sources de données, qu'elles soient bien, voilà, du coup, du SIB, qu'on sache qu'elles sont bien à jour. Transparence par rapport au code qui sera ouvert et donc publié. Et aussi de faciliter la réutilisation par des téléchargements, par vraiment du pré-mâchage hein, de toutes ces données, avec la possibilité peut-être d'une API. Je crois pour l'API, c'est un peu moins sûr. C'est en tout cas envisagé, c'est juste qu'on ne l'a pas encore planifié, puisque après, tout dépend des moyens dont on a à disposition. Ils sont peu nombreux actuellement sur le projet. Donc, on fait au mieux et en tout cas, on a cet objectif en vue. Et on attend de voir comment le concrétiser, puisqu'on sait qu'il y a vraiment des attentes par rapport à cette API. Et donc, on l'a comme objectif. On attend de voir comment mettre en place en fonction des moyens disponibles. D'accord. On rajoute. Et du coup, donc de ne pas hésiter hein, de te contacter, Cindy, pour soit de l'information sur le projet, soit faire partie du groupe utilisateur.